va bien. On nous vient virer les machines à vapeur. Ah oui, tu on l'a fait. Tous publics. Non, hein, la vapeur est toujours populaire. Elle permet des rencontres intergénérationnelles, comme tu as pu le remarquer. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de grands-pères, beaucoup de femmes aussi. C'est encourageant. Il faudrait développer cette mémoire du rail et du chemin de fer. Tu as raison, Robert. À ce propos, tu le sais, j'ai fait des recherches sur les lignes du complexe Montluçonnet, qui partent de Montluçon et qui vont dans les différentes destinations. Entre autres, la ligne Montluçon-Gouttières, où j'ai plusieurs anecdotes un peu furieuses. Mais j'ai été de nombreuses fois à Pionça aussi. À la recherche de l'ancienne ligne de chemin de fer Montluçon-Gouttières. Voici les éléments de mes recherches sur cette ligne. Dans les années 1880, la station thermale de Néry-les-Bains reçoit 3200 curistes et n'a pas de gare de chemin de fer proche. Les curistes devaient descendre en gare de Montluçon ou Chamblay. Les services de voitures à cheval assuraient alors la correspondance vers la petite ville. La mode des stations thermales et leur extension, à l'orée des années 1900, relance l'idée d'une desserte ferroviaire. Ce projet prend forme en 1910 et après enquête est déclaré d'utilité publique le 7 juillet 1913. Ce projet est concédé à la compagnie de chemin de fer Paris-Orléans à titre définitif. Cependant, le premier conflit mondial retarde le projet. Le tracé définitif est approuvé le 16 décembre 1919. L'ensemble de ces réalisations est adjugé à l'entrepreneur François Mercier, originaire de Trongé et établi à Moulins. Ils seront réalisés entre 1921 et 1926. Voyez le tracé naturel du terrain et celui de la ligne. Observez le travail énorme qu'il a fallu effectuer. Remblai, viaduc. Les traversées s'est posé, ils prenaient les serrailles, je ne sais pas combien ils étaient, au moins 7 ou 8, ils les déposaient, au fur et à mesure, et puis il y en avait avec une grande carrière qui commençait à faire des trous, et puis après d'autres qui suivaient avec une carrière plus grosse, et ces gros boulons, et qui posaient les pièces en fond qui tenaient les rails là. D'une longueur de 45 km, c'est la dernière ligne construite par le Paris-Orléans. Elle se faufile dans une région accidentée et offre aux touristes le spectacle sauvage et grandiose de collines abruptes et de ravins encaissés au fond desquels murmurent les eaux vives d'impétueux torrents. Un premier train de reconnaissance passe sur la ligne le 5 mai 1931 avec une locomotive à vapeur 141 T série 5600. En compagnie de mon frère, nous avons assisté, en bordure du jardin de nos parents, à Nerdre, au passage du train d'inauguration de la ligne Montluçon-Gouttières. Quel beau spectacle que cette locomotive, astiquée de toutes parts et portant à l'avant un faisceau de drapeaux tricolores. Vous avez été voir le train le jour de l'ouverture. Ah ben c'était oui, j'étais à l'école, hein. Je ne sais pas quel âge je pouvais avoir, voyez bien, je suis là 23, donc je peux avoir 8 ans, 9 ans, peut-être le temps, oui, quelque chose comme ça. Alors on a tous emmené, et à ce moment on passe en classe promenade,
Mais la classe promenade, c'était la gare, pour pouvoir passer le premier train. Je me souviens du premier train même qui est passé, on est allé le voir, et il y en avait un qui montait le matin à 7h, à 8h30 il redescendait, à 10h le train de marchandises montait, alors à midi et demi il y avait un train de voyageurs qui descendait, à 3h un autre train de voyageurs qui remontait de Montluçon, celui qui a ramené les dames du marché là. Alors à 4h30, là, le train de marchandises redescendait. À 7h, il y en avait encore un qui remontait, et de Montluçon-Gouttière, quoi. Et puis alors à 8h30, il redescendait. Ça faisait 8 passages dans la journée. Que reste-t-il de ce fabuleux chantier? Partons en randonnée pour la reconnaissance. La ligne part de Montluçon, altitude 207 mètres. Direction Néry, en franchissant le passage à niveau numéro 223 de la rue Paul-Louis Courrier. Sur son trajet jusqu'à Gouttière, la ligne coupait 45 fois les voies routières. 14 de ces passages à niveau étaient gardés et équipés d'une maisonnette. Vous êtes retrouvé à faire ce métier de garde-barrière. Et bien c'est-à-dire quand le gardien a été libre là, alors c'est donc Madame Meillard qui m'a proposé de la remplacer. Oui. Oui. Alors ben, moi j'ai accepté quoi. Alors là il a fallu que je descende à Montluçon à la gare et j'ai passé un test. Ils m'ont fait faire une dictée, des opérations, enfin tout ça. Puis j'ai été acceptée, donc j'ai pris le gardiennage en juillet 55 jusqu'en 65 parce que je l'ai fait 10 ans. Le Pombier franchit l'avenue de Néry et sera détruit en 1978. Le profil présente une rampe variant de 1 à 2,5 mm par mètre, soit de 1 à 2,50 m pour 100 mètres. Compte tenu de la forte déclivité de la rampe pour rentrer sur la ligne de Montluçon et Guérande, il fallait être très prudent pour pouvoir s'arrêter au signal d'arrêt. L'ancienne voie ferrée a été aménagée en voie verte jusqu'à Néry pour le plaisir des randonneurs. Puis en 4 km, nous trouvons 5 ouvrages d'art. Le viaduc de Sainte-Agathe de 165 mètres de long et de 40 mètres de haut avec 7 arches de 7 mètres d'ouverture. Le viaduc de Pérassier de 215 mètres de long et de 51 mètres de haut avec 9 arches de 18 mètres d'ouverture. Un mur de soutènement à arcade de 150 mètres de long constitué de 13 arches de 8 mètres d'ouverture. Le viaduc de Néry au-dessus du parc des Chaudes, 113 mètres de long et 23 mètres de haut, avec 7 arches de 10 mètres d'ouverture. À l'extrémité de ce viaduc, entrée de la gare de Néry, située au point kilométrique 335-396 et à 344 mètres d'altitude. Pour une station thermale digne de ce nom, il fallait un édifice monumental. Dessiné par l'architecte Louis Brachet, la gare de Néry est un véritable chef-d'œuvre. Il va chercher à rappeler les constructions du Bourbonnais et l'influence bourguignonne tout en donnant un style contemporain. Le bâtiment est composé d'un corps principal, d'un pavillon haut et de 2 ailes basses. Les frontons pentagonaux ainsi que les façades d'entrée du hall des voyageurs inscrivent l'édifice dans le courant Art déco. Elle fut construite en grès rose de Montvic. Les soubassements en grès houillé provenaient de Vallon. Les pierres de taille en granit provenaient des carrières de Trégnat.
Le 4 février 1975, la SNCF cède à la commune de Néry l'ensemble des bâtiments, des ouvrages d'art et de la plateforme de l'ancienne voie ferrée. La municipalité s'engage dans des mesures de restauration, dont la toiture, et peu à peu aménage toute une zone de loisirs ainsi qu'un camping. L'inscription à l'inventaire des monuments historiques intervient le 29 octobre 1975. La voie poursuit son ascension en rampe de 2,5 sur 4600 mètres pour arriver à la halte de Dura-la-Larquille, kilomètre 339 958, à l'altitude de 450 mètres. C'est une maison, je suis du village, j'ai toujours vécu ici depuis mon enfance. Donc c'est une maison que je connais depuis que je suis toute petite. Et les personnes qui y habitaient nous invitaient régulièrement. Et on adorait venir ici. Et voilà, quand j'avais 10 ans, je me disais c'est la maison de mes rêves et je la veux. Je la voudrais bien. Voilà. Et l'avenir a fait que j'ai pu la voir. Après cette halte, la voie continue en rampe moyenne de 2,2 pour arriver à la gare de Terja, altitude 516 mètres. Cette gare était équipée d'un château d'eau d'une contenance de 150 mètres cubes. C'était la seule prise d'eau possible sur tout le trajet. Au pied de la grue, il y avait un litre de rouge. Parce qu'autour, il n'y a rien. La gare de Terja est loin, au moins 3 km du village. Oui, depuis toute mon enfance, j'ai vu la station de Puy-Claveau à l'étang qui envoyait l'eau au château d'eau du Terré. C'était 2 cheminots qui venaient en fourgon 2 fois par mois. Et voilà, ils faisaient les allers-retours pour voir le niveau. Ensuite, en fin de journée, ils arrêtaient et tout était terminé. Ils rentraient à Montluçon. Alors nous sommes au village de La Côte, commune de Marcillat, et nous sommes sur le pont franchi la rivière le Bourron. La gare de Marcillat, point kilométrique 351 954, altitude 490 mètres. À cette gare existait le terminus de la ligne à voie métrique ouverte de Besnay à Marcillat le 24 mai 1891. Fermée en 1932 à la mise en service de la ligne à voie normale de Montluçon à Gouttières, déclassée par un décret du 4 juillet 1933. À sa place a été construite la nouvelle gare, selon un plan très élégant qui s'inscrit dans l'école régionaliste appliquée à l'époque par les compagnies ferroviaires. On retrouve les formes des fermes bourbonnaises. Entourage des fenêtres en granit rose de Trégnat, bandeaux et cheminées de briques, tuiles plates bourbonnaises, un chien assis central présente un faux pan de bois en béton. De mon existence, où j'ai fréquenté cette gare et les wagons, il n'y avait pas de wagons de voyageurs. Voilà. Il n'y avait que les wagons de marchandises. Mes parents étaient meuniers, j'ai pris la suite, et après j'ai fabriqué de l'aliment du bétail. Et jusqu'à ce que le train s'arrête, nous on recevait régulièrement du blé ou du maïs par wagon de 20 tonnes qui arrivait à Marcillat. Et puis, pendant la guerre et après moi, les premières années où j'ai été meunier, on livrait, on faisait des camions, des wagons de 20 tonnes de farine qu'on expédiait dans le Var. Ça se faisait dans des conditions très particulières, mais à intervalles réguliers. Nous, on faisait des wagons de 20 tonnes de farine, 215 tonnes de farine, qu'on chargeait à Marcillat. Ce bâtiment est frappé par un incendie en 2003 qui détruit l'ensemble des toitures, ce qui aurait pu sonner le glas. Au contraire, tout a été reconstruit à l'identique, montrant l'intérêt que portent les acteurs locaux à ce bâtiment. Caserne de pompiers qui prend feu, c'est plutôt un peu presque cocasse. Et ce jour-là, ils avaient fait un accident avec un camion qui s'appelle VSAB. Et ils ont fait cet accident, ils ont remis le VSAB au garage, ils ont tout fermé, terminé, et ça a pris feu. On a supposé que c'était ce VSAB. Il y a eu un espèce de faux contact
qui a pris feu. C'était le seul endroit, la seule hypothèse pour que ça prenne feu. Il n'y avait pas d'autre raison pour que ça prenne feu. Il n'y avait pas du tout de rien, il n'y avait aucun. La halte de Saint-Fargeol, altitude 477 mètres. La gare de Pionça, altitude de 547 mètres. Cette gare, jusqu'à la fermeture de la ligne, a eu un trafic marchandises conséquent grâce aux bestiaux, foires les samedis et aux matériels agricoles. Le trafic marchandises, il était important. Hein. Il y avait beaucoup de commerçants sur ça, des gros commerçants. Il y avait les bestiaux aussi, évidemment. Il y avait des foires aux bestiaux à Pionça? Oh, il y avait des grosses foires aux bestiaux qui ont disparu, là, ça n'a plus rien. Ah oui, il y avait des bestiaux, c'est sûr. Vous savez, il y a le foirail, quand on montait après la retraite, vers la poste d'ailleurs, il n'y a plus de poste. C'est sous par là, le bétail. Et c'est embarqué là-haut comme ça. Hein. C'était pas dans le c'est embarqué comme ça. Là. Le viaduc de la Sellette, point kilométrique 364 800, de 120 mètres de long, constitué de 8 arches de 10 mètres d'ouverture et d'une hauteur de 20 mètres en courbe de 300 mètres de rayon. Le point haut de la ligne, à 697 mètres 45, est atteint à l'entrée du tunnel des Bouchots, côté Pionça, point kilométrique 367 647. D'une longueur de 585 mètres. Bon, ici, vous vous trouvez devant le périmètre de protection de l'entrée du tunnel, dans lequel l'eau de la Sellette est prélevée par un dallage au sol. L'eau arrive dans des bassins pour décanter et filtrer l'eau. Il y a 3 bassins qui font chacun leur filtrage. Et alors après, on a 3 canalisations, le trop-plein, bon, pour que l'eau s'évacue bien sûr, quand il n'y a pas la demande. Un deuxième tuyau de 100 de diamètre, 120 même, qui peut alimenter Pionça par un jeu de vanne. Et le troisième qui est plus bas, avec un tuyau de 100 et qui amène l'eau jusqu'au réservoir d'eau pour alimenter le reste de la commune. Notre réseau principal est sur l'ensemble de la ligne. Nous sommes sur la commune de La Sellette, dans le bois qui surplombe le tunnel des Bouchots. À cet endroit, on peut encore apercevoir des vestiges du chantier de construction achevé en 1926. Ici se trouvaient des ateliers de tailleurs de pierre et de forgerons. Ils ont laissé sur place des restes de fondation, du charbon de forge et un important dépôt de cendres. Nous sommes au passage à niveau numéro 264 sur la route de Saint-Gervais-d'Auvergne à Pionça. Nous sommes sur le tracé de l'ancienne voie ferrée avec le pont supérieur entre Gouttières et le village des Bouchots. Puis descente en pente de 2 mm par mètre jusqu'à la jonction de Gouttières, située au point kilométrique 372-217. Vous nous racontiez un peu de toutes ces pommes de terre là, qui arrivaient à la gare de Gouttières, comment ça se passait? Avec les tombeaux arrivaient de Sainte-Christine, d'Aïa, ils descendaient là, c'est là la gare de Gouttières, et on pesait, il y avait 3 bascules, chez Pinet, chez Ramy et chez l'abbaye. Et après on les menait à la gare, on les embarquait, ça se faisait 3 ou 4 wagons, 2-3 wagons, 3 ou 4 wagons par jour, ça dépend des jours. Une courte période, il y a de la réquisition était à la gare de Gouttières, oui. Alors là, on recevait, moi j'étais gamin, mais on recevait, suivant la taille de l'exploitation, à livrer une bête ou 2 par an, ça dépend. Et on les venait à la gare de Gouttières, on les embarquait dans les wagons et elles partaient en vie. Dans cette gare, il a existé une annexe traction permettant d'abriter 2 locomotives. Là, c'est la partie qu'on appelle le corps de garde, où les conducteurs vapeur venaient se laver, se reposer et prendre les repas. Et ça, c'est la fosse de visite qui servait à faire la visite de la locomotive. À cet endroit se trouvait la plaque tournante.
le pont tournant était court. La machine tenait tout juste dessus, il était manœuvré à main. Et puis, à mi-course, il s'était arrêté, perpendiculaire aux voies, puis il ne voulait plus démarrer. Bon, le fermier du coin venait avec une paire de bœufs qu'ils attelaient à l'extrémité du tandem, et ça se terminait au bistrot, bien sûr. La crise des années 1930, l'engouement pour les stations thermales qui s'étiolent, la faible densité de population des campagnes traversées ne permettent pas d'atteindre le trafic escompté. Le 15 mars 1939, cette ligne est fermée au trafic voyageurs, 7 ans de fonctionnement. Donc j'avais une permission, j'étais avec tout mon mandat et tout, donc il descendait, bon, je pensais qu'il descendait à Pionça. Et le train de Saint-Marie à Gouttière. Donc, je voulais descendre, puis il y a un employé. Il dit, vous allez où? J'ai dit Pionça. Il dit, il n'y a plus de ligne, il n'y a plus de train pour Pionça. C'est terminé. Toutefois, des voitures directes Paris-Néry, acheminées par train express, seront maintenues jusqu'en 1957. J'étais alors titulaire de la 231-624 du dépôt de Montluçon et affecté au service express. Nous remorquions depuis Bourges le train Paris-Montluçon, Néry-les-Bains et à partir de Montluçon, les 3 voitures destinées à la gare de Néry-les-Bains. Il ne subsistera que le trafic des marchandises qui sera stoppé définitivement le 3 novembre 1969. Les locomotives 141 TA assureront la traction des trains tri-hebdomadaires jusqu'à leur disparition de l'effectif du dépôt de Montluçon. Les locomotives diesel BB 63000 et BB 66000 de Limoges assureront le trafic après la disparition de la traction vapeur. Le décret de déclassement des infrastructures intervient le 14 janvier 1972. Les voies seront déposées 4 ans plus tard. 38 ans d'existence seulement. Vraiment, dont on n'a pas à être fier, parce que tout qu'elle était mal montée, ça a dû coûter une fortune. Et ça a été mal monté, ça a été mal utilisé, et ça a été mal arrêté. Voilà. Je trouve que tout est, pour ma part, tout est négatif sur ça. Même si la nature reprend ses droits sur le tracé, il reste tous ces ouvrages d'art qui font la fierté des acteurs locaux et l'admiration des touristes. Et pour nous, mécaniciens et chauffeurs, que de souvenirs gravés.